Le Code noir ou le calvaire de Canaan. Dans le livre de la Genèse au chapitre 9, lorsque Noé se réveilla de son vin dit, maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est ainsi qu'il y a eu. Le Code pour les esclaves noirs. La police pour les noirs. Une Bible pour les esclaves noirs. Tout a été fait pour asservir, dominer ce peuple noir. Sans que ce peuple noir puisse se relever la tête. Le fouet est une partie intégrante du régime colonial, le fouet en est l'agent principal, le fouet en est l'âme, le jour de la mort est le seul où le nègre goûte l'oubli de la vie sans le réveil du fouet, Victor Schellelche, 1842. Nos colonies des Antilles sont admirables, elles ont des objets de commerce que nous n'avons ni ne pouvons avoir, elles manquent de ce qui fait l'objet d'une autre. Montesquieu livre 21, 21. Enfin la navigation d'Afrique devint nécessaire, elle fournissait des hommes pour le travail des mines et des terres de l'Amérique. Citation de Kant, l'humanité atteint la plus grande perfection dans la race des Blancs. Les Indiens jaunes ont déjà moins de talent. Les nègres sont situés bien plus bas. Vers la fin du XVIe siècle, la France, la Hollande, la Grande-Bretagne ou encore le Danemark entraient en concurrence dans le commerce des esclaves. Des armateurs avaient l'idée de transporter les nègres vers l'Amérique pour les vendre ou les échanger contre des produits. C'est le début du commerce triangulaire, expression désignant le processus d'échange et de commerce entre la France, l'Afrique et les Antilles. Des bateaux partaient de l'Hexagone, ils embarquaient des marchandises de toutes sortes, verroteries, des armes, des bijoux, etc. Arrivés en Afrique, les négriers échangeaient leurs cargaisons contre des esclaves. Le voyage se prolongeait vers les Antilles, où des êtres humains étaient débarqués chaque année en échange de sucre, de vanille et de différents produits tropicaux, rapportés en France pour y être vendus. Ce peuple noir était la cible car l'histoire de la « police des Noirs » ou la police pour les Noirs une législation marquante de la monarchie française qui, le 17 août 1777, sous le règne de Louis XVI, a institué des règles spécifiques régissant la présence des personnes dites « de couleur » dans le royaume de France. Cette troisième et dernière version de la loi visait à contrôler l'entrée et le séjour des Noirs, se basant exclusivement sur la couleur de peau plutôt que sur le statut d'esclave. Pour contourner l'opposition potentielle du Parlement, qui aurait pu être provoquée par l'utilisation du terme « esclave », le ministre de la Marine de l'époque, Antoine-Raymond Rohan Galbert Gabriel de Sartine, a opté pour une terminologie raciale, désignant les individus comme « noirs »,« mulâtres » ou « autres gens de couleur ». Cette manœuvre législative révèle les fondements raciaux sur lesquels reposaient certaines politiques de l'Ancien Régime. Beaucoup aujourd'hui pensent qu'en épousant un blanc ou une blanche et ayant des enfants avec, ils peuvent échapper à ce ciblage. Le cas de George Floyd, mort aux États-Unis en 2020, voir ce qui a été dit sur la police pour les Noirs, les délits de faciès ainsi que le racisme qui est au sein de la police. Dans son livre La marée montante de couleur contre suprématie mondiale blanche, Lotro Stoddard dit à la page 90 et 91 que l'homme noir se distingue nettement des autres branches de l'humanité. Sa qualité principale est une vitalité animale surabondante. En cela, il surpasse facilement toutes les autres races. C'est à cela qu'il doit son intense émotivité. C'est à cela aussi qu'il doit son extrême fécondité, le nègre étant le plus rapide des reproducteurs. Cette vitalité abondante se manifeste de bien d'autres manières, comme par exemple la capacité du nègre à survivre aux dures conditions d'esclavage auxquelles d'autres races ont rapidement succombé. Enfin, dans les croisements ethniques, le nègre fait preuve de sa prédominance de manière frappante, car le sang noir, une fois entré dans une souche humaine, ne semble jamais vraiment disparaître. La fécondité du nègre est un facteur primordial pour l'avenir de l'Afrique. Dans l'état sauvage qui régnait jusqu'à récemment, la multiplication des Noirs était limitée par une grande variété de mesures. Des causes à la fois naturelles et sociales se combinaient pour maintenir un taux de mortalité extrêmement élevé. L'inaptitude politique des Noirs, qui ne s'élevait jamais au-dessus du concept tribal, a maintenu l'Afrique noire en une mosaïque de peuples, se livrant une guerre féroce entre eux et se livrant largement au cannibalisme. De plus, les religions indigènes étaient généralement sanguinaires, exigeant une prodigalité de sacrifices humains. Les meurtres ordonnés par les sorciers et les guérisseurs noirs atteignaient parfois des proportions incroyables. Le résultat combiné de tout cela fut un gaspillage de vie qui, chez d'autres races, aurait entraîné un déclin de la population. Cependant, depuis l'instauration du contrôle politique blanc, ces mesures de contrôle de la fécondité des Noirs ne sont plus efficaces. Les dirigeants blancs combattent la saleté et la maladie, mettent fin aux guerres tribales et éradiquent les abominations superstitieuses. En conséquence, la population augmente à pas de géant,
comme le montrent les possibilités latentes des réserves indigènes d'Afrique du Sud, où les tribus ont décuplé en 50 ou 60 ans. Il est donc pratiquement certain que les nègres africains se multiplieront prodigieusement dans les prochaines décennies. Voyons ce qui est dit dans la loi du Tout-Puissant. Exode 21.16, celui qui dérobe un homme, soit qu'il l'ait vendu, soit qu'on l'ait retrouvé en sa possession, doit être mis à mort. Deutéronome 24.7, s'il se trouve qu'un homme ait enlevé l'un de ses frères d'entre les fils d'Israël et en ait fait son esclave ou le vende, ce ravisseur mourra, et tu ôteras la malle du milieu de toi. Je le dis encore que la parole du Créateur a été donnée à son peuple. Photo de Louis XV. Le Code noir, établi aux Îles-de-France et de Bourbon, en 1723, au début du règne de Louis XV, est l'expression juridique d'un système économique et social dédié notamment à l'exploitation du sucre, une ressource agricole jugée comme ayant alors un très haut potentiel de développement. En mars 1685 fut promulguée une ordonnance, préparée par Colbert et son fils, connue sous le nom de « Code noir », et qui avait pour objet de préciser la condition des esclaves noirs au regard du droit. L'ordonnance, inspirée par le clergé, donnait à l'esclave un statut intermédiaire entre celui d'un homme libre et d'un bien meuble. Elle le consacrait comme un « être de Dieu », reconnaissait à sa famille une existence légale, l'esclave ne pouvait être marié contre son gré, et les membres de sa famille ne pouvaient être vendus séparément, mais ne lui accordait pas la personnalité juridique. Il ne pouvait ni posséder ni témoigner en justice. Si le Code prévoyait l'intervention des intendants contre les excès des propriétaires d'esclaves, il maintenait la pratique des mutilations pour les esclaves fugitifs repris, on coupait les oreilles, puis le jarret, et la troisième évasion pouvait être punie de mort. Les maîtres jugèrent cependant le Code trop favorable aux esclaves, il ne fut pas vraiment appliqué, mais remplacé, au XVIIIe siècle, par un ensemble de dispositions, appelées parfois « coutumes des Antilles ». Photo de Louis XIV. Il existe deux versions du Code noir. La première version a été élaborée par le ministre Jean-Baptiste Colbert, 1616 à 1683. Il fut promulgué en mars 1685 par Louis XIV. La seconde version fut promulguée par Louis XV au mois de mars 1724. Les articles 5, 7, 8, 18 et 25 du Code noir de 1665 n'ont pas été repris dans la version de 1724. Les citations qui suivent sont celui du ministre Colbert, 1665. Il ne compte aucune disposition d'ordre linguistique. Voici comment nos ancêtres sont devenus catholiques par la force. Je le dis et redis ici, si nous connaissons notre histoire, les églises peu importe les dénominations vont se vider. Article 1er. Voulons que l'édit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré Seigneur et Père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles, ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les Juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du non-chrétien, nous commandons d'en sortir dans 3 mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens. Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans 8 au plus tard les gouverneurs et intendants des dites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. Article 3. Interdisons tout exercice public d'autres religions que la religion catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui lui permettront et souffriront à l'égard de leurs esclaves. Article 4. Ne seront préposés aucun commandeur à la direction des nègres, qui ne fasse profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation des dits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction. Article 5. Défendons à nos sujets de la religion protestante d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire. Article 6. Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanche et de fête, qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves aux 10 jours depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages,
à peine d'amende et de punitions arbitraires contre les maîtres et confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail. Article 7. Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise aux 10 jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les marchands. Article 8. Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine incapables de contracter à l'avenir aucun mariage valable, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenus et réputés, tenons et réputons pour vrai concubinage. Article 9. Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront souffert, seront chacun condamnés en une amende de 2000 livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu les 10 enfants, voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église ladite esclave, qui sera affranchi par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes. Article 10. Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la déclaration de 1639 pour les mariages seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement. Article 18. Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leur maître, à peine du fouet contre les esclaves, de 10 livres tournois contre le maître qui l'aura permis et de pareilles amendes contre l'acheteur. Article 25. Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, 2 habits de toile ou 4 aunes de toile, au gré des maîtres. Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lis sur une épaule. S'il récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d'une fleur de lis sur l'autre épaule, et, la 3e fois, il sera puni de mort. Esclave marqué au fer. Article 44. Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujet aux douaires coutumiers, aux retraits féodal et lignagés, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des 4 quints, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire. Les esclaves, bien meubles? Toutes nos lois sont pour l'inséparabilité des esclaves des fronts où ils sont attachés, et le législateur ne s'y est décidé qu'après un sérieux examen de la question. Les lois romaines ont été d'une grande considération dans son établissement. Réinstaurer donc le code noir. Il conviendra aussi, et c'est le 3e point, de dresser plus haut les barrières juridiques et raciales entre les noirs et les métis et les blancs et tous les sangs impurs. Napoléon ira jusqu'à ordonner à Leclerc d'expulser de Saint-Domingue toute femme blanche qui aurait eu des rapports sexuels avec des noirs. Souvenons-nous des entrées que l'Ancien Régime semblait avoir ménagées, un temps, pour les noirs et les métis sur le territoire métropolitain, on retrouve maintenant une interdiction totale le séjour, on la réitère. Une certitude, quoi qu'il en soit des récits colportés sur les motivations profondes du racisme maladif dont témoigne la politique antillaise de Napoléon, ces traductions juridiques n'allègent jamais les édits de 1685 et de 1724, elles les alourdissent toujours. Par une suite cruelle de notre situation, tous les crimes des Blancs envers nous les Noirs, plongés dans un éternel oubli, restent toujours impunis. Mais lorsqu'un nègre a le malheur de menacer un Blanc, son corps est déchiré à coups de verge jusqu'à ce que le sang coule de toutes parts. Et par un accident involontaire, un esclave en se défendant contre les violences de son maître, avait le malheur de le blesser, il sera brûlé vivant. Le Code noir ou le calvaire de Canaan de Louis Salamolin pages 205 et 269.